Et maintenant, nous allons accueillir l'entreprise Optomachine avec François Paradis ici présent. Il est déjà en visio, la caméra allumée. Merci à tous là, pour votre ponctualité et votre efficacité pour passer d'un sujet à l'autre. Ça nous facilite grandement la tâche. François Paradis, j'espère que vous allez bien. Eh ben, très bien, merci. Je suis très On vous heureux de entend pouvoir bien. faire une petite On vous... présentation à la SMEX. Et Très bien. voilà. Donc, eh ben, écoutez, merci pour cette présentation. Je vais vous parler de l'une de nos dernières innovations qui est d'utiliser du traitement d'image pour qualifier la qualité des traitements de semences. C'est une nouveauté en ce sens qu'actuellement, il n'y a aucun moyen de qualifier la qualité d'un traitement, si ce n'est de manière expérimentale en faisant germer les graines. Mais là, on a travaillé sur ce sujet-là. Je vais passer rapidement à la présentation d'Optomachine parce que beaucoup de gens nous connaissent déjà. On fait d'une part on fait de la machine spéciale avec une dominante traitement d'image, mesure avec des caméras vidéo sur différentes choses. Vous voyez là des assiettes émaillées. En agronomie, on fait aussi des lignes automatiques de mesure sur des lignes. On travaille aussi sur des graines, pardon. On travaille aussi sur le baliseur, voilà. Donc, mais je passe rapidement et on en vient à notre sujet. Les traitements phytosanitaires sur les graines, on en parle beaucoup, c'est une nécessité. On parle aussi de les supprimer dans la mesure du possible. Notre propos n'est pas de dire s'il faut y aller ou pas, mais ce que l'on propose, nous, c'est un système de mesure, de qualification de la qualité du traitement et ce qui permet d'optimiser les quantités de produits et de garantir la qualité de revêtement, aussi bien en dépose de film fin qu'en pelliculage ou en enrobage plus grosse épaisseur. Et donc, pour ça, on va travailler sur des prises d'échantillons et faire des examens approfondis de cette prise d'échantillons. On utilise une des machines qu'on a déjà développées dans le passé, qui est celle-ci, qu'on appelle l'optoagrimétrique. Je pense qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui connaissent notre optoagri pour faire la mesure de PMG. Le principe, c'est une caméra en haut, un éclairage, un bac dans lequel on met les graines au-dessus et une balance pour peser. Donc avec ça, on peut compter, peser, mais comme on a aussi là éclairage et caméra couleur, on peut faire des acquisitions beaucoup plus complètes sur les graines. Donc on part de ce qu'on appelle l'optoagrimétrique chez nous. Et on va travailler sur plusieurs facteurs, sur la forme du grain, sur sa surface, sa taille, enfin donc sa biométrie, et sur sa couleur. Donc, si je reviens à l'image précédente, c'est facile de voir les couleurs, si c'est bien du rouge, si c'est bien du bleu, etc. Simplement, si on regarde le maïs, typiquement, on peut dire effectivement c'est très bien, mais la question, ça va être comment je vais dire quelle va être ma couleur de référence, hein. Quelle va être la couleur de référence? Qu'est-ce que c'est qu'un bon lot? Donc, on va vous parler de ça un peu plus en détail. Et on va travailler sur une procédure d'apprentissage basée sur l'analyse d'un échantillon de référence. Donc, ce qui veut dire que on n'aura pas besoin de fixer des limites de couleur ou des paramètres fins et difficiles à appréhender. On va travailler avec un échantillon de référence et on va faire, on va dire, une comparaison par rapport à l'échantillon de référence. Et après, ces paramètres seront appliqués sur l'échantillon de courant que l'on est en train de mesurer, en gros, pour faire mesurer un petit peu l'écart par rapport à la référence. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de fonctionnement. D'abord, pour dire comment ça fonctionne concrètement, là, on a un bac de mesure dans lequel on va mettre des graines. On a des petites dosettes qui permettent de mettre juste la bonne quantité de graines, c'est-à-dire le plus possible, mais jamais trop. On met ce bac à l'intérieur de l'équipement. On attend la stabilisation de la balance et puis on va lancer la mesure sur l'écran. Et on va travailler sur différents paramètres.
Donc, on va commencer par mesurer le pourcentage global de couverture. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va prendre la forme et la surface de chacun des grains, tous ensemble, on va sommer cette surface. Et puis, on a défini une limite de coloration qui permet de dire, là, ma couleur est effectivement présente, ou elle n'est pas présente, c'est-à-dire c'est une autre couleur, ou elle est trop ténue, elle est trop claire. Et donc, pour chaque grain et pour l'ensemble de l'échantillon, on va appliquer ce filtre et qui va nous définir ce que l'on voit en bleu ici, c'est-à-dire la zone où les grains sont couverts avec une couleur qui est à l'intérieur des tolérances qui ont été demandées, c'est-à-dire en termes de colorimétrie, en termes de luminance et de saturation. Donc là, on va avoir la surface totale de couverture divisée par la surface totale des semences. On somme la surface de chaque grain, on somme la surface détectée en couleur, et là, ça nous donne un pourcentage global de couverture pour l'échantillon. Ensuite, on va regarder les grains individuellement. Typiquement, celui-là donne une couverture qui est supérieure à 90% et un autre inférieur à 90%. Donc, on va pouvoir donner la quantité de semences qui sont dans ce pourcentage de couverture. Ce qui veut dire que pour chaque grain, on calcule le pourcentage de couverture individuel et on va pouvoir compter le nombre de grains qui sont au-dessus de la limite qui a été fixée et le nombre de grains qui sont en dessous de la limite qui a été fixée. Ça donne tout de suite une idée de l'homogénéité, de la qualité du traitement. Ensuite, on va faire la moyenne de ce pourcentage de couverture. Donc, si vous voulez, en regardant tous ces grains individuellement, ça va nous donner la moyenne réelle de tout l'ensemble. Là, on est en nombre de grains correctement couverts. Et là, on est en moyenne du pourcentage de couverture. Alors, tout ça, c'est des nuances, mais qui sont utiles pour bien comprendre les différents paramètres et après, ça permet de remonter dans le process à ce qui a pu mal fonctionner. Ensuite, comme on va pouvoir tracer des histogrammes de l'écart type du taux de couverture. Et donc, on voit tout à fait un échantillon où tous les grains sont couverts de manière très homogène, et puis d'autres où c'est beaucoup plus dispersé. Donc, typiquement, c'est un traitement qui a été fait avec une machine manuelle. On a mis le grain en rotation, et puis on a envoyé le produit, mais on l'a envoyé tellement vite que tout est tombé d'un coup. Les premiers grains ont absorbé énormément de produits, et puis les grains suivants en ont eu beaucoup moins, ce qui fait qu'on a une hétérogénéité de couverture qui est importante. Et donc là, on va avoir des grains qui ne seront pas suffisamment couverts, certainement, et puis d'autres qui en auront trop. Donc, c'est aussi, d'une certaine manière, du gaspillage de produits. Ensuite, on a le poids de 1000 grains, qui est mesuré par l'algorithme de comptage du nombre de grains, et puis on a aussi la masse. Donc, ça nous donne en 3 secondes, ça nous fait le calcul de beaucoup de grains. On peut compter 5000 grains de colza en 3 secondes. Donc, on mesure le poids et ça nous donne le PMG. Alors, je reviens maintenant sur, et vous verrez après, je vais expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser le PMG et la biométrie dans la suite. Je reviens un peu sur la procédure d'apprentissage. On en a deux. La première, qu'on appelle la méthode basique, il y a un échantillon de référence qui a été donc soigneusement sélectionné par un spécialiste qui a dit voilà, ce niveau de couverture correspond bien à ce qu'on souhaite, à ce qui est défini. Ça nous garantit a priori le bon taux de germination, le bon taux de protection, etc. Et donc le système va apprendre les coordonnées de tous les paramètres de cet échantillon de référence, mais pas simplement sur un grain, sur l'ensemble des grains, en prenant en compte la dispersion et la diversité des grains. Donc, ça nous donne une bonne idée de
des paramètres typiques de cette espèce. Typiquement, un maïs sera couvert de manière très différente, on va le voir dans les photos suivantes, d'un blé. Un blé, il prend le traitement de manière beaucoup plus homogène tout autour, alors que le maïs, il a des zones qui prennent bien le traitement, même plutôt trop, et puis d'autres qui le prennent beaucoup moins. Donc, il va falloir jauger pour dire ça c'est bon, c'est pas bon. Il est évident que sur du maïs, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas à l'œil, de faire ce genre d'estimation que sur du blé ou sur des graines qui deviennent homogènes très, très rapidement, très facilement. Donc, cette procédure d'apprentissage, elle étudie très en détail l'échantillon de référence. Le mode avancé, on va utiliser 2 échantillons. Bien sûr, l'échantillon de référence, exactement comme dans le premier cas. Et puis, on va prendre un échantillon de grains non traités. Et on va appliquer ces paramètres sur cet échantillon non traité. On appelle l'échantillon de validation. À quoi ça sert? Ça nous permet de vérifier que la recette de contrôle qu'on a établie va bien fonctionner et ne va pas dire qu'un grain non traité est traité. Ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais il y a des cas de figure où vous allez voir, c'est tout à fait utile. Alors, là, vous voyez, on a un échantillon de maïs qui est traité. On voit que bon, il est globalement, la couleur est un peu déformée, mais c'est un peu rouge orangé. Et correspondant à cette image, on a ici le traitement d'image qui permet de voir tous les grains qui sont couverts au-delà de 70%. Vous voyez, on a un seed cover de 70%, un pourcentage coverage là, de 70%. Donc là, ça nous donne en bleu foncé tous les grains qui sont couverts au-delà de cette limite. En bleu clair, tous les grains qui sont en dessous de cette limite. Et quand on voit cette image qui est simple à interpréter pour l'œil humain et facile à comptabiliser après par les machines, quand on regarde cette image-là, ce n'est pas du tout évident de donner même une appréciation visuelle du taux de couverture. Donc, il est évident que quand on fait varier ce pourcentage de couverture, eh ben, ça fait varier le nombre de grains qui va un peu plus, un peu moins. Voilà. Dans le mode avancé, donc on va retrouver notre échantillon ici. On a fixé un taux de couverture de 50%, qui est un taux qui correspond bien au maïs, parce que le maïs, il n'est jamais pris sur la totalité du grain. Il y a toujours des zones qui prennent beaucoup moins bien le traitement. Donc ça, c'est normal. Et on va prendre un échantillon non traité. On va regarder, en appliquant cette recette de contrôle, ce seuillage et toutes ces données, ce que ça donne sur cet échantillon-là. Et là, on voit que bon, il n'y a aucun grain qui est trouvé en bleu foncé, mais on a quelques éléments qui sont trouvés en bleu clair. Alors, ça veut dire qu'il a trouvé quelques zones qui sont un petit peu rouges, rougeâtres, et effectivement, cette variété particulière de maïs présente des petites traînées rouges sur un certain nombre de grains. Pas tous, hein, mais il y en a. Donc, ça veut dire que ça donne une bonne idée ça peut distinguer le rouge naturel de cette variété de maïs du rouge du traitement qu'on trouve ici. Et ça permet donc de vérifier que la recette que l'on a sélectionnée ici correspond bien, qu'on n'aura pas de grain non traité, même un peu rouge, qui sera vu par erreur comme du grain traité. Donc, vous voyez, ces outils qui, à première vue, paraissent un peu... on peut se demander à quoi ça sert. Il y a des utilisations qui sont tout à fait pertinentes dans la vie pratique. Ensuite, on peut, donc, si vous voulez, quand on travaille avec la machine, elle va déterminer par elle-même, et c'est là aussi l'apport de notre R&D, elle va déterminer par rapport à l'échantillon de référence, on va dire un volume d'acceptation automatique qui va dépendre de pas mal de paramètres.
et c'est le mode de fonctionnement principal. Mais si on veut modifier ces paramètres, c'est tout à fait possible. Le plus simple, c'est de modifier le taux de couverture que l'on veut considérer comme bon ou pas bon. Typiquement, on est sur des lots, on sait que ça va aller chez un client qui est peu exposé à un certain nombre de risques. Donc, on va pouvoir baisser ce taux de couverture pour lui et sans difficulté. Donc, on peut modifier la recette. On peut modifier les couleurs et on utilise la fonction, le code couleur HSL qui est le plus intuitif, mais on peut basculer en mode RGB si on le souhaite. Ça, c'est utile si on a des référentiels en RGB, mais ce qui est plus appréhendable par l'humain, c'est plutôt le HSL. Donc, on peut modifier ces données. On peut modifier aussi les écarts comme on le souhaite. Oui, bon, bah là, ça redit un peu plus en détail ce que je viens de dire précédemment. Typiquement, donc, on voit que là, on a modifié un curseur qui est passé de cette position à cette position. Et en refaisant tourner le logiciel, on voit que ça fait une forte modification de la sélection. Donc, si on veut affiner quelque chose, il faut y aller doucement, progressivement, vérifier le résultat. Et une fois qu'on a le résultat qui est attendu, qui est celui qui est attendu, on va pouvoir sauvegarder notre recette en lui donnant un nouveau nom. Voilà, on va mettre là le nouveau nom, on va faire Save. Et après, on va retrouver la nouvelle recette dans le menu déroulant qu'on a à l'ouverture du logiciel, où on peut choisir la recette qui correspond à l'espèce d'une part, et puis à la valeur de tri que l'on veut faire. Voilà. Donc, pour revenir sur une mesure de routine, hein, on commence par sélectionner la recette, l'espèce et la recette qu'on veut utiliser. On va saisir le numéro de l'échantillon, la plupart du temps avec un code barre. Ça va nous calculer le nombre de graines, ça mesure la masse, et puis ça nous donne tous les 4 données qu'on a détaillées tout à l'heure. On peut aussi, par l'intermédiaire de ce bouton, faire afficher les résultats de traitement. Donc ça prend quelques secondes supplémentaires, c'est pour ça qu'on ne l'affiche pas en direct, mais c'est simplement quand il y en a besoin. Là, on peut modifier la recette, comme on l'a vu, en cliquant là-dessus. Là, on a sur cette photo, on a mis exprès la moitié d'échantillons traités, l'autre moitié d'échantillons non traités. Donc, ça nous fait un pourcentage de couverture globale de 42%, c'est évident, c'est la moitié, quoi. Et puis, pareil pour le taux de couverture. Voilà. Et ce qui est intéressant, évidemment, l'écart type augmente beaucoup puisqu'on a beaucoup d'écart entre les 2 échantillons. Voilà, bon, ça c'est juste didactique, mais quand on est en marche courante, on n'a qu'un seul échantillon, on a des chiffres ici qui sont pertinents par rapport à la mesure. Voilà. Alors après, là, tout ce qu'on a vu, c'est plutôt pour de la couverture de film fin. On va venir maintenant sur de l'enrobage. L'enrobage, on va utiliser le PMG et la biométrie pour pouvoir faire des mesures. Donc, on a pris des échantillons de betteraves. On a donc fait un certain nombre de calculs, c'est-à-dire classiques, standards, avec notre OptoAgri sur du non traité. On a un PMG de 9,58 sur 900 graines. Voilà le poids de l'échantillon. On a une surface de 9,15 mm², surface moyenne de 9,15 mm² par graine, et un diamètre équivalent de 3,43 mm. C'est-à-dire que si la graine est parfaitement ronde, elle a un diamètre de 3,43. Et puis, il y a une dispersion de 0,22.
Maintenant, on va regarder, on a fait plusieurs enrobages, on a pris un enrobage vert et on voit très immédiatement, hein, ça prend quelques secondes, que le PMG est passé à 27, c'est-à-dire c'est 3 fois plus important. Donc, ce qui veut dire qu'on a mis 3 fois plus de masse d'enrobage que de la graine seule. La mesure était faite sur 700 graines, le poids de l'échantillon, et la surface est passée de 9,15 à 14 mm². Un diamètre équivalent de 3,43 et qui devient 4,26. Donc, ce diamètre équivalent, là, c'est intéressant pour les semoirs. Ça va permettre de voir s'assurer que le grain n'est pas trop gros pour le semoir, ni trop petit. Et derrière, on a une déviation standard qui est indiquée. Donc, c'est intéressant pour la dispersion de forme, de taille. Et on voit qu'on a ajouté en fait 17,6 mg par graine, 17,6 grammes pour 1000 grains. Donc, on a ajouté 17 mg sur chaque graine. Alors qu'avec l'autre que j'ai appelé enrobage marron, qui est un peu différent, on a un PMG qui est un peu plus faible et un diamètre équivalent qui est aussi un petit peu plus faible, un peu moins de dispersion. Et là, on a ajouté 15 mg par graine. Alors ça permet, si vous voulez, de faire des suivis fins de la quantité de produits que l'on met en devant, la plupart du temps, respecter une quantité minimale pour bien protéger la graine, avoir des diamètres qui permettent un fonctionnement fiable des semoirs, des manipulations, mais tout en essayant de le minimiser pour économiser du produit et mettre le juste nécessaire. Quand on a des outils de mesure, et c'est ça le point important à retenir, quand on a des outils de mesure précis et répétables, eh bien, on peut se permettre d'optimiser beaucoup plus les traitements. Donc, si vous voulez, on va pouvoir, je vais dire, entre guillemets, prendre plus de risques parce qu'on arrive à mesurer ce risque. Voilà, donc en synthèse, un résultat rapide en moins d'une minute, des procédures d'apprentissage très simples. Bien sûr, il y a une traçabilité automatique, ce que personne n'a actuellement parce qu'il n'y a pas de mesure sur les traitements. Donc là, vous pouvez garantir que le traitement a bien tenu. C'est non destructif, donc ça permet de mettre le grain après en usage, mais aussi de voir la sensibilité du traitement à la résistance au transport, au passage dans les différentes machines jusqu'en sortie de semoir, et ça permet de mesurer des endommagements de traitement. Ce qui est très difficile actuellement, aussi bien quand il s'agit de film que quand il s'agit d'enrobage. Quand on achète une machine pour ça, on a intégré dans la machine des applications de mesure de PMG rapides qui sont comprises dedans, ainsi que la caractérisation de semences, donc tout ce qui est biométrie et puis bien sûr colorimétrie. Et bien voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci à vous, François, merci. Merci bien pour cette intervention, c'était clair, documenté, chiffré, un peu comme d'habitude, quoi. On essaye. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'était un champ où pour l'instant, il n'y a rien. Et on a des gens qui nous disent à quoi ça sert. Donc, il y a des utilisations à inventer. Mais il est clair, là, j'en ai donné un certain nombre, qu'il y a des bénéfices à faire à partir du moment où on peut régler des quantités de produits au juste nécessaire, on optimise, et vu le prix des produits phytosanitaires, c'est très intéressant, surtout quand il y a des multiplications, parce que ça permet de contrôler très rapidement, au jour le jour, la production, la qualité du traitement, d'avoir la traçabilité, etc. Et tout à fait, en termes d'application, on voit tout de suite l'application contrôle qualité sortie d'une chaîne de traitement. Ça paraît évident. Ouais. Ça permet de comparer des sous-traitants entre eux, par exemple. Oui, très bien, très bien. Alors, par contre, il va falloir que vous m'expliquiez un peu plus le HSL, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, je connaissais le RGB, les corrections de rouge, vert, bleu, mais alors HSL? HSL, si vous voulez, c'est un repère colorimétrique différent. C'est un repère qui est la première valeur, le H, le U, c'est la teinte, c'est-à-dire ça varie de 0 à 255. On passe toutes les couleurs de l'arc-en-ciel les unes à la suite des autres.
Donc, comme une sorte de longueur d'onde, quoi. oui, c'est ça. Et si vous voulez, c'est entre 0 et 255, on traverse le rouge, le vert, le bleu, le jaune. Mais si vous voulez, tous les jaunes sont proches les uns des autres. Et c'est beaucoup plus facile à appréhender par l'œil humain. Le RGB, si vous voulez faire du jaune avec du RGB, il faut régler le rouge, le vert et le bleu d'une certaine manière qui n'est pas du tout évidente. Alors qu'avec le HSL, c'est beaucoup plus simple. Après, le S, c'est la saturation. Donc, est-ce que c'est une teinte qui est légère ou qui est très dense? Et puis, le L, c'est la luminance. Est-ce que c'est une teinte claire ou plus sombre? Est-ce qu'elle est plus ou moins lumineuse, etc. Voilà. Donc, globalement, le HSL est plus facilement appréhendable par l'humain. Le RGB est très, j'allais dire, mécanique, entre guillemets. Il est bien adapté aux caméras vidéo. Mais je vous dis, essayer de faire du jaune avec du RGB, c'est pas évident, quoi. Hein. D'accord. J'ai une question qui me vient à l'esprit, mais peut-être que je suis hors sujet, vous me dites, François. Il y a des programmes de recherche où on active des substances fluorescentes dans les grains pour suivre le fonctionnement de certains gènes et autres. Est-ce qu'en lumière noire, l'appareil serait en mesure d'identifier des spots fluorescents en fréquence ou en intensité, en pourcentage couvert sur ces grains-là? Alors, on n'a pas fait la manip, on avait fait quelques essais pour un client il y a quelques années. Je mets une réserve sur le temps d'exposition. Il faudra probablement qu'on ait des temps d'exposition différents. Mais si vous voulez, si on met de la lumière UV qui crée une fluorescence qui est dans le visible, la caméra verra le visible. Il y aura moins de niveau de lumière, donc il faut qu'on adapte la photométrie. Mais oui, la réponse est positive. On pourra donner une quantité je veux dire, faire exactement la même chose, c'est-à-dire mesurer pour chaque grain la quantité de lumière qui revient, comme pour la couleur ici. Et c'est d'ailleurs de la couleur. Oui, d'accord. Okay. Très bien. Olivier, as-tu des questions ou as-tu vu passer des questions? Je n'ai pas vu passer de questions dans le chat. Non, une présentation très, très technique. C'est vrai que beaucoup d'utilisation et moi, j'avais des collègues qui travaillaient avec cette machine pour travailler sur le comptage de larves d'altise. Donc toi, Olivier, tu es à Terrinovia. Voilà, c'est ça. Donc on a une machine chez nous et on essaye de travailler avec pour faire des comptages de larves et différenciation de stades même. D'accord. Donc je ne sais pas où on est le travail, mais en tout cas, voilà, on est là-dessus. D'accord. Sur cette application-là de qualité de l'application, de contrôle et d'optimisation de l'application de traitement de semences, il faut acquérir la machine opto-agrimétrique. Et ensuite, il y a une option à débloquer auprès de vous. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur en termes de tarifs pour accéder à cette fonction? Non, ce qu'on livre, c'est un ensemble complet prêt à être utilisé. Donc, si vous voulez, c'est pas l'opto-agrimétrique n'intègre pas toutes ces fonctions, disons la brique logicielle de couverture, d'analyse de couverture de grains. En fait, on a une gamme avec le PMG tout seul, l'option logiciel biométrie, l'opto-agrimétrique qui possède la caméra couleur avec l'analyse colorimétrique des graines et puis l'application qui est dédiée à l'analyse des traitements. D'accord, très bien. Donc, on acquiert une machine dans sa version actuelle qui permet d'accéder au contrôle du traitement de semences. Voilà, qui est prête à être utilisée, toute simple d'utilisation. Ça marche, très bien. Monsieur Paradis, merci beaucoup pour cette intervention. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne continuation.